Européens et Africains se donnent la main pour maîtriser le flux des départs massifs vers le vieux continent. Un sommet international sur l'immigration s'est ouvert aujourd'hui à La Valette, à Malte, en présence du président ivoirien Alassane Ouattara. Dans ce journal, nous irons à La Valette. Le gouvernement ivoirien en passe d'honorer ses engagements envers les opérateurs du secteur de la salubrité urbaine. Une importante séance de travail a eu lieu ce mardi à la Direction générale du Trésor. Elle a accouché d'un processus de levée des arriérés de 2012 à 2014 à travers un mécanisme de titrisation. La chaîne de radio du groupe RTI Fréquence 2 est désormais accessible sur téléphone mobile. Innovation qui sanctionne les festivités du 24e anniversaire de la radio des jeunes démarrées lundi et qui ont pris fin aujourd'hui. Et puis à l'étranger, un accord mondial a été trouvé lors d'une réunion à Genève pour le suivi des vols civils par satellite afin d'éviter la disparition mystérieuse d'avions comme le MH370 de Malaysia Airlines en mars 2014, annonce faite ce jour par l'ONU. Voilà pour les sommaires, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous, bienvenue. Européens et Africains se donnent la main pour maîtriser le flux des migrants et sauver ainsi la vie de milliers de candidats à l'immigration qui n'hésitent pas à braver les dangers. Un sommet international sur le sujet s'est ouvert aujourd'hui à La Valette, à Malte, en présence du président ivoirien Alassane Ouattara. Envoyé spécial à La Valette, Viviane Aïmen. Alassane Ouattara, présent au sommet de La Valette sur la migration, c'est la première participation du chef de l'État ivoirien à un sommet international depuis sa réélection. C'est 11 et 12 novembre, soit durant 2 jours, La Valette, capitale de la République de Malte, île située en mer Méditerranée, accueille la première réunion de haut niveau qu'organise l'Union européenne pour déterminer les moyens de freiner l'afflux prépondérant des migrants vers l'Europe. Aujourd'hui, principalement par le passage de la mer Méditerranée. Outre que ce sommet rassemble les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne, sont également conviés leurs homologues des pays africains, dont sont issus une grande partie des migrants. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, est présent à ce sommet de La Valette, où il est arrivé ce mercredi 11 novembre en provenance de Nice. La migration est un phénomène qui peut être positivement apprécié quand de bonnes politiques sont mises en œuvre et que la question ne doit pas être tout simplement vue comme ceci se fait du côté de certains Européens comme étant une charge. En Côte d'Ivoire, nous avons près de 25% de migrants sur notre territoire et cette migration a contribué à la prospérité de notre pays. Bien évidemment, ne pensons pas que cela puisse être reproduit partout dans le monde, mais nous estimons que s'il y a de bonnes politiques économiques, si les droits des migrants sont protégés, s'il y a une bonne politique économique qui leur permet d'avoir du travail, et si les politiques d'intégration sont développées, et bien évidemment, tout cela peut contribuer à ce que le monde soit donc un meilleur endroit et que donc la solidarité internationale doit jouer le rôle de la Côte d'Ivoire, l'expérience de la Côte d'Ivoire doit être prise en compte et bien évidemment, nous serons tout à fait en phase avec la position de l'Union africaine sur ce dossier. Voilà, on est très heureux d'être là et nous avons des choses à dire et surtout faire partager notre expérience ivoirienne qui est exceptionnelle à tout point de vue. La hausse des flux migratoires vers l'Europe s'intensifie depuis quelques années, portée par des filières clandestines et illégales via la Libye, la mer Méditerranée et les terres de transit situées en Méditerranée que sont l'île de Malte, la Sicile, Lampedusa. Ce sommet se propose d'identifier et lancer des actions de manière concertée face aux défis de la migration et dans le même temps de renforcer les mécanismes de mise en œuvre et de suivi des décisions politiques de haut niveau concernant ce phénomène. Et au moment où se tient justement ce sommet, au moins 18 migrants, dont 7 enfants, sont morts noyés aujourd'hui alors qu'ils tentaient de rejoindre la Grèce lors de 2 naufrages au large des côtes de la Turquie. Plus de 650 000 migrants et réfugiés, la plupart originaires de Syrie, Afghanistan et Irak, ont réussi à débarquer sur les îles grecques depuis le début de l'année, selon le dernier décompte de l'Organisation internationale des migrations OIM, publié seulement hier. 512 migrants ont par ailleurs perdu la vie lors de la traversée
autre chiffre rendu public par l'OIM. Ici à Abidjan, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a échangé ce matin à son cabinet avec 6 ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, les ambassadeurs de Chine, du Nigeria, d'Angola, d'Algérie, d'Espagne et d'Israël, au cœur des rencontres à la diplomatie parlementaire, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et les pays respectifs de ces diplomates. Autre sujet abordé, la récente présidentielle ivoirienne. Abou Sanogo. 6 ambassadeurs reçus par le président de l'Assemblée nationale Guillaume Kibafori Soro. Et il s'agit respectivement de leurs excellences Tang Weibin de la Chine, Ifeoma Akabogo Chiwimba de la République fédérale du Nigeria, Mario Félix de la République d'Angola, Mohamed Abdelaziz Bougaïta de la République algérienne démocratique et populaire, Luis Prados d'Espagne et Izi Yanouka d'Israël, tous accrédités en Côte d'Ivoire. De leurs échanges avec le président de l'Assemblée nationale, il a été question des relations bilatérales entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire, la diplomatie parlementaire et l'élection présidentielle du 25 octobre dernier. J'en ai profité pour présenter aussi nos vives félicitations à M. le Président pour les élections qui se sont passées ici le 25 octobre, et surtout le climat dans lequel ces élections se sont passées. On a parlé du groupe d'amitié avec l'Espagne au sein du Parlement. On a fait les points sur la situation politique et on a parlé aussi de l'avenir, des projets du chantier politique qui sont en cours maintenant dans les pays et les différentes possibilités de collaboration entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. On a parlé des élections qui ont eu lieu au Nigeria, au mois de mars et puis récemment en Côte d'Ivoire. Les élections sans violence, très apaisé, très calme. Donc, c'est un grand plus pour l'Afrique, surtout pour l'Afrique occidentale. Après les 6 diplomates, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro Kibafori, a reçu le secrétaire exécutif Amnesty International, section Côte d'Ivoire. Une trentaine d'États africains, d'organisations régionales et internationales mènent des réflexions sur la navigabilité des aéronefs. Aujourd'hui et demain ici à Abidjan, un séminaire qui vise le maintien et l'amélioration de la sécurité des vols et l'amélioration des capacités des administrations d'aviation civile. Christelle Hunda, Justine Seydjike. La navigabilité des aéronefs permet de s'assurer de l'aptitude au vol des appareils, de la sécurité vis-à-vis des passagers et des équipages de transport. L'aéronautique étant un domaine en perpétuelle évolution, ce séminaire est une opportunité pour les participants issus d'une trentaine d'États africains de se former sur les innovations technologiques en matière d'aéronefs. On parle d'électronique flight bag, le EFB, ça c'est un élément nouveau. Et donc on veut voir que cache donc ce label-là au niveau donc de l'aviation. C'est l'un des éléments. Et puis aussi apprendre sur aviation aging, c'est-à-dire le vieillissement des structures avec l'âge, quels sont les impacts donc de ce phénomène-là sur donc la navigabilité des aéronefs. Ce séminaire va nous apprendre les nouvelles technologies pour pouvoir améliorer la sécurité dans le domaine de la navigabilité des aéronefs en Afrique. Initiée par l'Agence européenne en matière d'aviation civile EASA, en liaison avec l'Autorité nationale de l'aviation civile ANAC, cette rencontre permettra aux acteurs de l'aviation civile africaine de mettre un accent particulier sur le maintien et l'amélioration de la sécurité des vols. L'introduction de nouvelles technologies posait des problèmes au niveau des autorités de l'aviation civile et on essaye de pallier à ces difficultés. Rappelons que la corrosion et le vieillissement des avions qui composent les flottes dans la région ouest-africaine préoccupent les États africains. Autre grand titre de l'actualité, un accord mondial a été trouvé lors d'une réunion à Genève pour le suivi des vols civils par satellite afin d'éviter la disparition mystérieuse d'avions comme le MH370 de Malaysia Airlines en mars 2014. Annonce faite ce jour par l'ONU. Cet accord a été trouvé à la conférence mondiale des radiocommunications et concerne l'attribution de fréquences radioélectriques pour le suivi des vols à l'échelle mondiale pour l'aviation civile. Le gouvernement ivoirien sur le point d'honorer ses engagements envers les opérateurs du secteur de la salubrité urbaine.
Une importante séance de travail a eu lieu ce mardi à la Direction générale du Trésor. Elle a accouché d'un processus de levée des arriérés de 2012 à 2014 à travers un mécanisme dit de titrisation. Ce sont plus de 14 milliards de francs CFA qui doivent être versés aux prestataires. Moussa Konaté. 14,2 milliards, c'est le montant total que l'État de Côte d'Ivoire a converti en titres pour l'appurement de ses dettes envers les opérateurs intervenants dans la collecte des déchets dans le district autonome d'Abidjan. À l'occasion de la rencontre organisée par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable et les ministères en charge de l'économie et des finances et du budget, il a été question d'expliquer aux responsables de ces entreprises le mécanisme de titrisation. Le directeur général du Trésor, Adama Kone, a expliqué que les titres en question sont un moyen pour l'État d'établir un certificat tiers pour matérialiser la reconnaissance de sa dette. Remettant les titres aux opérateurs, le directeur général du Trésor leur a promis un encadrement en vue de la transformation de ces titres en ressources financières. Les opérateurs de collecte des déchets ont marqué leur satisfaction. Je pense qu'il faut remercier le gouvernement pour les différents engagements. La méthodologie qui a été mise en place par rapport au paiement des opérateurs, je pense que c'est une méthodologie qui est assez souple et qui permet aux opérateurs de rentrer dans le fonds très rapidement et de réagir, d'être très réactifs sur le terrain. Pour sa part, le directeur général de la Salubrité urbaine a exprimé sa reconnaissance au directeur général du Trésor pour l'effectivité du processus de titrisation et l'engagement pris afin d'apporter son appui à l'encadrement des opérateurs vis-à-vis des établissements financiers, notamment les banques. On s'intéresse également ce soir au marché du carbone. C'est un système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre, de crédits carbone et de quotas carbone. Il consiste à faire payer par les émetteurs de gaz polluants le coût de la nuisance pour le climat. Hier mardi, une rencontre de réflexion a réuni les experts de l'Autorité nationale du mécanisme pour le développement propre et du Centre régional de collaboration de Lomé en vue de la mise en place d'un marché de carbone en Côte d'Ivoire. Armand Boui, Victorine Yaoyoboué. Destruction massive de la faune et de la flore, pollution de l'air, réchauffement de la terre, dérèglement des saisons de pluie et prolongement de la sécheresse. Bref, la question du changement climatique est un impératif humanitaire. Pour prendre sa part dans la lutte contre le phénomène, la Côte d'Ivoire vient de boucler un atelier visant à créer un marché carbone. Cette politique du marché carbone consiste à faire payer des taxes aux émetteurs de gaz et à encourager la promotion de projets moins polluants, notamment le reboisement et la prise en compte des principes de développement durable dans les différentes activités. La Côte d'Ivoire est consciente des impacts des changements climatiques et donc elle adhère à lutter contre le réchauffement de la planète. Donc l'idée, à travers cet atelier, c'est de réfléchir sur l'opportunité de mettre en place un système national qui va garantir un prix à la tonne de carbone évitée. Justement, dans la perspective de la COP21, la Côte d'Ivoire s'engage à prendre des mesures pour réduire de 28% sa pollution. Ces mesures concernent la pollution des eaux, pour éviter l'exemple du delta du Niger au Nigeria, les déchets toxiques en Côte d'Ivoire, la pollution par les différents moyens de transport, les ordures ménagères et industrielles. Pour la réalisation concrète du marché carbone, l'atelier d'Abidjan a débattu pendant 2 jours d'un cadre réglementaire et institutionnel ainsi que des sources de financement. Notons que 17 pays dans le monde, dont l'Afrique du Sud, ont déjà leur marché carbone. Face au vieillissement du système de drainage de la ville d'Abidjan, le gouvernement entreprend la rénovation et la construction de nombreux ouvrages dans le cadre du projet du bassin versant du Gourou. Le pays est assisté dans ce projet par le Fonds africain de développement, un organe de la BAD, appui évalué à plus de 17 milliards de francs CFA. Comment évoluent les travaux? Pour en savoir davantage, 150 agents plénipotentiaires du FAD ont effectué une visite des sites concernés. Franck Quadio. Des images d'archives présentant un visage peu reluisant du carrefour de l'Indénié. Nous sommes en 2010 et depuis, de l'eau a coulé sous le pont. Le bassin du Gourou, avec une aide à hauteur de 17,9 milliards du Fonds africain de développement, un groupe de la BAD s'est renforcé. Un projet d'urgence est né. 4 nouveaux barrages, 3 réhabilités ainsi que des canaux de drainage.
Cette visite des différents sites initiés par le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, se situant dans le cadre de la revue à mi-parcours des projets de la BAD, a tout son sens. Ces ouvrages-là nous permettent d'avoir une meilleure régulation des eaux de drainage vers le carrefour de l'Indénié. Et c'est grâce à ce projet qu'aujourd'hui, on n'observe plus d'inondations et d'interruptions de trafic au niveau du carrefour de l'Indénié. Ils sont 150 plénipotentiaires de la FAD en marge du 13e FAD à faire le tour du propriétaire. Leur principale préoccupation, l'impact environnemental et social de l'ouvrage. Dans les quartiers, Plateau d'Ocuy, Apaï, en passant par le zoo, des réactions positives. Quand la saison pluvieuse arrivait, on avait peur parce que nos enfants pouvaient partir par l'eau et il y avait plein de choses. Mais aujourd'hui, on se sent bien parce que quand il pleut, on n'a pas de problème. L'eau n'arrive plus à nous envahir. Dans l'aspect infrastructure de ce projet décliné en 4 composantes, il y a l'amélioration du cadre environnemental, mais aussi celui de la création d'emplois. Ces précollecteurs et ces ex-combattants, parties prenantes du projet, disent à trouver leur compte. Donc les sachets qui sont ramassés au niveau du bassin sont transformés aujourd'hui en pavés et qui ces pavés doivent servir à revertir aujourd'hui notre zone de transfert des ordures. Souvent par jour on peut faire 2 à 3 tonnes. 2 à 3 tonnes et quand tu convertis ça en pavé, ça va à 250 mètres carrés de pavé. Et donc ça arrive à nous nourrir. L'étude globale du bassin du Gourou, c'est selon le ministère de la Construction redonner vie à 2,8 millions d'habitants. L'objectif à terme, dresser un schéma directeur d'assainissement d'Abidjan pour mieux juguler l'ensemble des difficultés au niveau du district, voire à l'échelle nationale. La ville de Bouaké, dans le centre du pays, aura un nouveau marché central. L'infrastructure devrait coûter 30 milliards de francs CFA. Et les travaux sont prévus pour démarrer dès le premier trimestre 2016. Le site qui doit abriter le marché a été visité par une mission de l'Agence française de développement AFD et du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le compte-rendu de Kader Sogodogo. Le 12 février 1998, à 1h du matin, le marché central de Bouaké partait en fumée. 17 ans plus tard, la ville est en passe d'avoir un marché qui va rayonner dans toute la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA par sa capacité d'accueil 10 000 places et son architecture moderne. Ce marché va coûter la somme de 30 milliards de francs CFA. Ceci est le couronnement des efforts de l'équipe municipale actuelle avec à sa tête le maire Djibo Youssouf Nicolas qui est accompagné dans la réalisation de ce pôle commercial par l'État de Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. Le nouveau marché qui englobe l'ancien site s'étend sur une superficie de 11 hectares. On vient constater sur le terrain l'avancement du projet de marché. Donc le diagnostic actuel, je crois que la conclusion est évidente, le projet de marché se justifie. Nous constatons que la mairie de Bouaké est extrêmement motivée, le ministère de l'Intérieur aussi, donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Les choses même avancent très bien. Là, vous avez vu, nous sommes une délégation française pour venir se rendre compte de l'effectivité du projet, qui sont actuellement en train de faire l'étude avec nous pour que le marché soit réalisé dans un bref temps. Je voudrais rassurer les populations pour leur dire que leur marché est en marche et qu'ils soient patients. Dans quelques années, nous allons leur donner quelque chose de formidable. Les travaux de construction du nouveau marché de Bouaké démarrent dès le premier trimestre 2016. Du porte-à-porte pour convaincre les ménages ivoiriens de se faire enrôler à la couverture maladie universelle. C'est la méthode mise en œuvre par la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM en collaboration avec le Conseil des jeunes du district autonome d'Abidjan. L'opération a été lancée à Yopougon, au nord d'Abidjan. 400 agents sont mobilisés pour réaliser le projet Nous Sangaré Hermaniamien. Pour expliquer le bien fondé de l'assurance maladie universelle, une opération de proximité baptisée Opération Porte-à-Porte est initiée dans les ménages. Démarrage de l'opération dans la commune de Yopougon. Visite inopinée dans la famille Diabaté. J'aimerais que tout le monde me suive dans cette souscription parce que ça ne peut que nous arranger. La famille nombreuse, j'ai des enfants. Ils étaient tous sous mon assurance, ma couverture. Maintenant que je suis à la retraite, je ne peux pas me permettre de m'assurer et assurer mes enfants.
Comme Mariam Diabaté, nombreux sont les ménages qui rencontrent d'énormes difficultés à se soigner à moindre coût. Tu es malade, tu n'as même pas de quoi te soigner. Et or, la santé n'a pas de prix et c'est là même qu'il faut mettre l'accent. Dieu merci, c'est arrivé. En tout cas, moi, je suis très heureuse. J'ai été opérée par le dos, hernie discale. La première consultation m'a coûté 25 000 francs pour une consultation. Bon, aujourd'hui, l'ouverture maladie est venue. Nous qui sommes beaucoup maladifs, ça va nous faire plaisir en tout cas. Se soigner à moindre coût, l'objectif visé par la couverture maladie universelle. Et les responsables de la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM comptent toucher un plus grand nombre d'adhérents. La Côte d'Ivoire compte plus de 20 millions d'habitants et le territoire est très vaste. Donc il faut procéder par cette opération porte à porte avec l'appui des jeunes pour pouvoir toucher chaque famille. 400 jeunes de Yopougon se sont donc portés volontaires. Pour être efficaces sur le terrain, ces jeunes ont reçu des kits composés de badges, de mégaphones, de fiches d'information et d'enrôlement. L'opération dite porte-à-porte pour l'enrôlement des ménages est gratuite et elle s'effectuera sur toute l'étendue du territoire national pendant 4 mois. On en vient à ce décès survenu dans la commune de Marcory et qui a provoqué l'émeute à l'hôpital général de la commune. Yawa Noun Nadej, épouse Ojo, femme enceinte, âgée de 37 ans, a perdu la vie dans la nuit de dimanche à lundi dans cet hôpital. Le fait est que, pour les populations, ce décès aura été causé par la négligence du personnel soignant, un sujet de Félix Amani et de Serge Coléa. Hôpital général de Marcory, il est 18h30 ce mardi 10 septembre 2015. Des populations mécontentes manifestent bruyamment. Elles dénoncent la mort d'une femme enceinte. Cette femme aurait perdu la vie au sein même de la maternité de l'hôpital. Une négligence coupable des sages-femmes serait à l'origine de ce décès tragique. Nous avons connu un drame dans la nuit, dame de Madame Yawa Noun Nadej, qui devait donner la vie dans la nuit du dimanche au lundi, qui s'est rendue à l'hôpital avec son mari, qui était dans la salle d'accouchement. Après quelques minutes, la dame est tombée du lit. Au domicile de la défunte à Marcory-Sikoji, quartier Conan-Raphaël, nous retrouvons une famille effondrée. 3h30 par là, près de 4h. Elle a fait appel à ma fille pour venir m'appeler. Moi, je suis venu, on dit de rentrer dans la salle d'accouchement, je suis rentré. Elle m'a montré ma femme au sol. Le fond est bombé, l'air fermé. Que s'est-il réellement passé? Le directeur de l'hôpital, présent à l'hôpital au moment de notre passage, s'est refusé à tout commentaire. Nous n'avons pas tous les contours, donc pour le moment nous ne sommes pas en mesure de vous répondre parce que les enquêtes sont en cours et c'est après ces enquêtes que nous pourrons dire quelque chose. De sources officielles, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a diligenté une enquête. Pour l'heure, les 2 sages-femmes mises en cause et l'ambulancier de garde sont suspendus de leurs fonctions. Le directeur du cabinet du ministère de la Santé, le professeur Abdulkader Keïta, a rendu visite ce mercredi matin à la famille éplorée. Yawa Noun Nadej, la défunte, était âgée de 37 ans. Mère de 4 enfants, elle s'apprêtait à mettre au monde le 5e lorsque le drame est survenu. La chaîne de radio du groupe RTI, Fréquence 2, est désormais accessible sur téléphone mobile. Innovation qui sanctionne les festivités du 24e anniversaire de la radio des jeunes, démarrées lundi et qui ont pris fin aujourd'hui. Issa Yeo, Serge Coléa. Radio consacrée à la musique et au divertissement, Fréquence 2 jouit d'une longévité de 24 ans. Les responsables de cette chaîne veulent se donner les moyens de séduire davantage les auditeurs et auditrices. La nouvelle grille de programme affiche les ambitions de la chaîne. Le message, il est tout simple. Il s'adresse aux jeunes, qu'ils prennent véritablement leur place sur notre chaîne Fréquence 2. Il y en a parmi eux qui n'ont pas écouté la radio il y a longtemps. Il y a des clichés. Et tout, s'il vous plaît, il faut vous en débarrasser. Et la meilleure façon de vous en débarrasser, c'est de passer quelques heures ou alors une journée à écouter nos programmes et votre avis changera. Oui, il changera considérablement vis-à-vis de Fréquence 2.
Pour les annonceurs ambitieux, ceux qui veulent toucher la population, toute la Côte d'Ivoire, Fréquence 2 est une opportunité pour venir vendre leurs produits, pour venir se présenter en termes de produits, sport. Aujourd'hui, avec l'application Fréquence 2 mobile, vous avez la possibilité de pouvoir réécouter comme vous voulez et puis surtout connaître la grille des programmes de Fréquence 2 au creux de la main. Et aujourd'hui, il n'y a plus de frontières parce que cette application-là permet de pouvoir écouter la radio ici en Côte d'Ivoire comme dans tous les pays dans le monde à partir du moment où vous avez une connexion Internet disponible. À l'heure du bilan, avant de se projeter dans l'avenir, auditeurs et animateurs jugent Fréquence 2. J'aime la radio Fréquence 2 parce que c'est la meilleure des radios que je connais. Depuis 2 ans, il y a quand même quelque chose de majeur qui se passe dans cette chaîne et c'est ce que nous avons vécu de façon pleine ce matin. Une chaîne qui a fait sa mue, une chaîne qui a essayé donc de se relooker, de regarder vers l'avant pour la nouvelle génération. Fréquence 2 épouse l'ère technologique du moment. Il est désormais possible de suivre les émissions via le téléphone mobile à travers l'application Wi-Fi YMCI. La journée internationale de l'élimination des violences à l'égard des femmes est commémorée tous les 25 novembre. Cette année, la Côte d'Ivoire prévoit une vaste campagne de sensibilisation avec 16 jours d'activisme. Fidèle Aigné, Moussa Konaté. Tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. C'est le thème de la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Une journée instituée par les Nations Unies et célébrée le 25 novembre de chaque année. Pour cette édition 2015, l'événement se tiendra du 25 novembre au 10 décembre. 16 jours d'activité pour sensibiliser l'opinion sur toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. La journée du 25 qui aura lieu au ministère des Affaires étrangères et puis toutes les activités qui se déclinent sur les 10 jours jusqu'au 10 décembre qui marquent la journée internationale des droits de l'homme. On a 16 jours pour s'étaler en temps et sur le territoire, donc sortir de la ville d'Abidjan, aller dans les provinces, c'est pour avoir plus d'impact, pour laisser tout loisir à nos partenaires sur le terrain de pouvoir organiser leurs activités. La célébration de cette journée en Côte d'Ivoire a pour thème de la paix dans les foyers à la paix en Côte d'Ivoire, une éducation sûre pour toutes et tous. Elle sera marquée par plusieurs activités pour redonner à la femme et à la jeune fille ses droits fondamentaux. Les actions que nous allons mener, les actions de sensibilisation, les actions de communication, d'information et qui permettront donc aux femmes par exemple qui sont victimes de violences de savoir qu'il y a un canal par lequel elles peuvent communiquer, qu'il y a des gens qui sont prêts à les accompagner, à les soutenir pour qu'elles puissent retrouver leur dignité. Les violences faites aux femmes constituent un réel problème dans plusieurs États. Les cas les plus fréquents sont les violences conjugales et les viols. En Côte d'Ivoire, 36% des femmes sont mariées avant l'âge de 18 ans et une femme sur 3 est victime de violences. À l'occasion de la commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale, une gerbe de fleurs a été posée aujourd'hui près du monument des soldats ivoiriens morts au cours de cette guerre. À l'occasion, l'organisation des fils des anciens combattants de Côte d'Ivoire, OFACSI, était aux côtés des anciens combattants pour marquer cet événement historique au plateau. Termine ce journal à l'étranger avec le président béninois. Thomas Yahi Boni a annoncé officiellement hier qu'il ne compte pas briguer en 2016 la présidence de son pays. C'est l'un des rares chefs d'État africains engagés à ne pas se représenter après 2 mandats comme la Constitution le prévoit. Adama Kamagaté, Gabriel Zani. Partira pas, le président béninois Thomas Boni Yahi vient de trancher. Élu à la tête du Bénin depuis près de 10 ans, il vient d'annoncer officiellement qu'il partira à la fin de son mandat en 2016. Je m'engage à passer la main au terme de mes 2 mandats. Chacun a sa conviction. La mienne, c'est de respecter la constitution de mon pays qui prévoit 2 mandats non renouvelables. La présidentielle dans le pays est prévue pour février 2016. Boni Yahi s'en va, mais la question est, le parti au pouvoir a-t-il un candidat? On est en pleine consultation pour le moment. Selon l'opinion béninoise, l'actuel Premier ministre serait bien parti pour défendre les couleurs du parti au pouvoir. Le président s'est dit surpris par cette ambition du chef du gouvernement béninois. Retour à ces images de la Valette, la capitale de la République de Malte, qui accueille aujourd'hui et demain le sommet de l'Union européenne avec les pays d'Afrique sur la recrudescence de la migration clandestine vers l'Europe. 85 chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne et d'Afrique et 7 organisations internationales dont l'ONU, la CEDEAO et l'Union africaine prennent part à cette réunion de haut niveau qui s'est ouverte cet après-midi à l'auberge de Castille Square
où sont logés les bureaux du Premier ministre maltais, Joseph Muscat. C'est lui, le premier responsable de l'exécutif du pays. Les délégations ont été ensuite conduites au centre de conférence méditerranéen de la Valette pour les sessions de travail qui se poursuivront demain, jeudi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur l'application RTI Mobile. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.